Bonjour, 20e siècle, critique et essayiste. Suite, Brunetière, la critique universitaire. Naturalisme des classiques. C'est sur ce point surtout qu'il insiste. Il n'est une position, messieurs, que je n'abandonnerai pas, et sans identifier ni confondre l'art avec la morale, je n'admettrai jamais, je parlerai toujours comme si je n'admettais pas qu'on les sépare entièrement l'un de l'autre. Évolution de la poésie lyrique, première leçon. Telle est la position qu'il a soutenue dans La science et la religion, 1897, et dans L'art et la morale, 1898. L'évolution des genres. Mais Brunetière est surtout célèbre par sa théorie de l'évolution des genres, qu'il a successivement illustrée par l'exemple du théâtre français entre 1636 et 1850, et par celui de la poésie lyrique qui, d'après lui, ne survivrait au XVIIe siècle que dans le lyrisme de Bossuet avant de renaître au XIXe siècle sous l'influence de la prose nombreuse et passionnée de Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand. Pour Brunetière, largement tributaire de la pensée de Darwin, Spencer, Haeckel, les genres littéraires sont en effet des espèces soumises à toutes les actions de la vie. Citation. Comment naissent les genres, à la faveur de quelles circonstances de temps ou de milieu, comment ils se distinguent et comment ils se différencient, comment ils se développent à la façon d'un être vivant et comment ils s'organisent, éliminant, écartant tout ce qui peut leur nuire et, au contraire, s'adaptant ou assimilant tout ce qui peut les servir, les nourrir, les aider à grandir, comment ils meurent, par quel appauvrissement ou quelle désagrégation d'eux-mêmes et de quelle transformation ou de quelle genèse d'un genre nouveau leurs débris deviennent les éléments. Telles sont, messieurs, les questions que se propose de traiter la méthode évolutive. Évolution de la poésie lyrique. 1. Jules Lemaître. Universitaire de formation et de métier jusqu'en 1884, auteur d'une thèse sur la comédie après Molière et le théâtre de Dancourt, 1882, Jules Lemaître, en dépit de ses larges connaissances et de sa profonde et sérieuse culture, forme une parfaite antithèse avec Brunetière. D'abord, poète, conteur, auteur de théâtre, il fut un homme de lettres, fêté par le public. Ensuite, ayant pris activement parti lors de l'affaire Dreyfus, ses convictions nationalistes et anti-républicaines inclinèrent dès lors ses jugements vers la sévérité passionnée, Jean-Jacques Rousseau, 1907, ou l'exaltation sympathique, Jean Racine, 1908. Plus encore, enfin, sa conception de la critique est à l'opposé de toute théorie, de toute généralisation et de tout esprit didactique. Plus savant et mieux informé qu'Anatole France, qui présente la même attitude que dans le camp des purs littérateurs, il se réclame comme lui de l'esprit de dilettantisme opposé vers 1890 aux affirmations et aux prétentions de l'esprit scientiste. Il a peu fait de déclarations de principe, mais s'est contenté de reprendre aux pensées de Joseph Delorme, qu'on fait au XIXe siècle, une définition de l'esprit critique qui est, de sa nature, facile, insinuant, mobile, compréhensif. C'est une grande et limpide rivière qui serpente et se déroule autour des œuvres. Il a donc surtout retenu de Sainte-Beuve la curiosité infinie, le goût de l'anecdote, l'aptitude à tout pénétrer et à tout accepter, pourvu que l'art de jouir des livres y trouve son compte. L'essentiel de son œuvre le prouve. Recueil d'articles bien enlevés, les 7 volumes des Contemporains, 1885-1899, et les 10 volumes d'impression de théâtre, 1888-1898 qu'il a publiés de son vivant et qui ont été complétés après sa mort, n'offrent en effet que des impressions sincères notées avec soin. Jules Lemaître y marque sans doute une préférence évidente pour l'ordre, la clarté et le goût du génie français, lorsqu'il juge de grandes œuvres de notre littérature, mais partout ailleurs, devant les ouvrages extrêmement divers de l'actualité, il se borne à réagir tantôt avec plaisir, tantôt avec humeur, non sans multiplier les vues ingénieuses, les rapprochements utiles et les formules frappantes. Quant aux deux célèbres séries En marge des vieux livres, 1905 et 1907, elles représentent un véritable jeu de lettrés, plus occupés à rêver et à imaginer à propos de belles œuvres qu'à les juger en elles-mêmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis au revoir. Au revoir.